grandes voix, une proposition des archives de la RTS. Et dans mon film, vous voyez, je termine toujours avec l'arène. Il y a un grand cercle où deux personnages, ou trois quelquefois, ils s'affrontent l'une devant l'autre. Et ça, c'est le moment de la vérité. Chacun de nous vit comme il veut, mais là, devant la mort, devant le moment de la mort, on se voit les hommes vrais. Les grandes voix accueillent aujourd'hui le réalisateur Sergio Leone. Et il revient sur ses westerns, qui sont pour lui des films très personnels et qui touchent au mythe et à la chanson de geste. Sur le métier du cinéma qu'il faut apprendre et dans lequel on se donne des règles. Il parle aussi de l'Amérique, qu'il a choisie pour ses films parce qu'il pense qu'elle nous représente et englobe le monde entier. Il évoque le succès qui est important seulement parce qu'il offre de la liberté, et puis il dit qu'il a maintenant envie de faire autre chose que du western, et parle de son prochain film en préparation, Il était une fois en Amérique. Au micro de Jacques Beaufort dans l'émission En question du 7 janvier 1974, le grand Sergio Leone revient sur son approche du cinéma. On a dit, Sergio Leone, que vous alliez changer de genre, que vous alliez abandonner le western, ce qui explique sans doute pourquoi vous n'avez pas tourné vous-même Mon nom et personne que vous avez confié à votre élève, Tonino Valeri. Est-il vrai d'abord que vous allez abandonner ce qui fit votre succès ? Vous savez, c'est comme une bonne soupe. Après 5 soupes tout de suite, il faut changer un peu des plats. Vous vous méfiez des indigestions. Oui, voilà. Et j'aime toujours le western et je suis sûr que je reviendrai sûrement au western, mais pas pour le moment. Maintenant, je suis un peu, si vous voulez, allergique aux chevaux et à les pistolets, à toutes les choses que j'ai bien aimées pour le passé. Mais pour vous, les westerns et les 5 westerns que vous avez tournés et qui ont connu le succès que l'on sait, ont été alors un moyen de faire autre chose, ou bien non ? Voilà, moi j'ai commencé à faire du western avec dedans une excuse avec moi-même. Ça veut dire que j'essayais à travers les westerns de m'exprimer d'une façon, je crois, personnelle. Ça veut dire qu'il y a, chacun de nous, il y a beaucoup de fantômes dedans. Et à travers le mythe classique, parce que le western pour moi c'est quelque chose plus de le film populaire qu'on a nous proposé pendant 40 ans de cinéma, surtout les Américains. Pour moi c'est un peu, si vous voulez, la chanson du geste, c'est un peu, si vous voulez, l'Odyssée même. Je dis toujours que le meilleur écrivain de western c'est Homero, parce que pour moi l'Iliade c'est le plus beau western que j'ai jamais lu. Et alors, exactement partant de ça, je me suis dit, à la façon sicilienne, vous connaissez peut-être les poupées siciliennes, qu'ils comptent les chansons du geste, mais que dedans, vous trouvez aussi des correspondants d'aujourd'hui. Ça veut dire que Roland, ça devient un peu le pharmaciste du petit pays. L'antagoniste de Roland, c'est le maire. Et alors, il y a beaucoup de problèmes d'aujourd'hui dedans. Et aussi moi, à travers le western, j'essaye de reproposer le cas de la vie d'aujourd'hui. Vous avez parlé des fantômes que chacun de nous a en soi. Quels sont vos fantômes, Sergio Leone ? Mes fantômes sont des illusions politiques, pour exemple. Et alors, si vous avez vu, il était une fois la Révolution. Ça passe en Mexique, la Sioma. C'est pas seulement le Mexique, c'est un peu l'Italie. Pendant la dernière guerre. C'est même surtout l'Italie. C'est même surtout l'Italie. Il y a les Allemands. Et il y a beaucoup de choses qui sont passées chez nous et pas amusantes du tout. Et alors, à travers ça, j'espère être arrivé à intéresser surtout les jeunes, que c'est la chose qui ne m'intéresse plus. Parce que je pense que l'espoir du demain, ça vient à travers les jeunes, surtout les très très jeunes. Actuellement, Sergio Leone, vous travaillez sur un film qui sera intitulé « Il était une fois l'Amérique ». L'Amérique, oui, ça c'est mon dernier épisode du triptyque. Ça veut dire que pour moi, il était une fois l'Amérique,
c'est la conclusion, hein, si vous voulez. Je suis parti avec Il était une fois dans l'Ouest, que c'est la première partie du triptyque. Ça passe pendant les années 1870. Il y a la seconde frontière américaine avec Il était une fois la Révolution, c'est 1910-1915. Et maintenant, avec Il était une fois l'Amérique, j'essaye de reproduire les années folles, ça veut dire 1920-1930, en comparaison à aujourd'hui. Ce sont les dernières 50 années de l'Amérique. Donc ce film ne sera pas un western? Non, c'est pas du tout un western. C'est un film sous l'époque de la Prohibition, sous les années rougeants américains. Mais surtout, quand je parle de l'Amérique, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'Amérique, parce que je pense que l'Amérique, aujourd'hui, nous représente. Ça veut dire qu'on peut trouver dedans l'Amérique, on peut trouver la Suisse, on peut trouver l'Italie, on peut trouver la France, on peut trouver n'importe quoi. Ça veut dire que c'est un grand continent, toujours en ébullition. Je crois que quand quelqu'un il parle de l'Amérique, il parle du monde entier. Hein? Et ce film sera tourné, bien sûr, à la manière de Sergio Leone. Oui, c'est toujours à la manière de moi. Ça veut dire que je crois d'avoir un style tellement personnel que je ne peux pas sortir dans l'impasse, si vous voulez, d'une façon de compter mes fantômes. Il est prêt à être tourné, ce film? Pas du tout, parce que moi j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ce film, parce que j'avais lu un petit livre qu'il était écrit pour un vrai gangster, en Sing Sing, et que j'essayais d'acheter pour des années. Mais malheureusement, je ne suis pas réussi, et alors, à cause de ça, je suis resté un peu en panne pendant tout ce temps-là, et je recommence maintenant partant de zéro. Ça veut dire que je dois reconstruire un peu l'histoire. Moi, j'espère de bien sortir, et j'espère de pouvoir tourner finale d'année. Ça veut dire 1974. Et c'est à cause de Il était une fois l'Amérique que vous n'avez pas pu tourner Mon nom est personne. Voilà, Mon nom est personne. Mon nom est personne, c'est un projet à moi très très cher, parce que c'est beaucoup de temps que je l'ai dedans. Et c'était une idée de faire rencontrer, si vous voulez, un personnage que j'appelais toujours personne en hommage justement à Homero. Et naturellement, il est devenu quelqu'un, parce que maintenant, Terence Hill, c'est une grande star dans toute l'Europe. Grâce à vous, d'ailleurs. Pas grâce à moi. Il faut dire que Terence Hill est devenu un héros grâce à la démystification du western. Et c'est Enzo Barboni, un de mes collègues, qui l'a fait tous les Trinita et qui est devenu fameux, ce personnage, parce qu'il a essayé de trouver enfin... ça vient naturellement dans l'auteur même, ça veut dire de Terence Hill. Il a dedans quelque chose qui le fait un peu, si vous voulez, comme un hippie dans le West. Et ce personnage, ça correspond tellement au goût des gens, des très gens, que c'est devenu fameux, si vous voulez, en toute Europe et aussi dans l'Amérique du Sud et de beaucoup de côtés du monde. Et lui, je me suis dit, pour moi, surtout Terence Hill représente, avec son ancien personnage de Trinidad, représente la naïveté que chacun de nous, il y a dedans. Ça veut dire que c'est l'incarnation de cette naïveté, et nous le voyons sur l'écran, hein, surtout quand nous se trouvons en face au mythe. Ça veut dire le personnage que nous rêvons d'être, hein, et que nous ne pouvons pas être, mais que nous rêvons d'être. Si vous voulez, Henry Fonda, dans le film, ça représente tous les grands messieurs du West. Ça représente un peu l'incarnation de Gary Cooper, l'incarnation de Burt Lancaster, de tous les meilleurs westerns du passé. Et cette comparaison du passé avec le présent, ce mélange de l'ancien western avec le nouveau, que je crois
il fait le film original. Ce n'est pas le conflit des générations que vous Oui, traitez? Naturellement, c'est aussi le conflit de génération. Mais plus qu'un conflit de génération, c'est aussi un conflit de style. Ça veut dire que c'est un conflit de deux mondes de western représentés pour la côté ancienne, ça veut dire la côté hollywoodienne. Et je crois bien représenté pour Henry Fonda, et la côté nouveau représenté très bien pour Terence Hill, qui est devenu une star aussi. Et alors cette rencontre, il démontre une chose, qu'on peut devenir fameux, parce que naturellement, personne au final du film, ça devient quelqu'un, mais grâce aussi à le Veillard. Et c'est ça qu'il dit, Fonda, si tu es fameux, hein, c'est grâce à moi, parce que sans moi, tu ne pouvais pas être où tu es. Et ça, je trouve que c'est aussi le conflit dans la vie, hein, parce qu'il faut regarder au passé aussi, hein, sans être tellement prétentieux. On a souvent dit que vos westerns, Sergio Leone, étaient des contrefaçons des westerns américains. Des westerns spaghetti, pour reprendre l'expression consacrée. Qu'en pensez-vous? Vous savez, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le mot contrefaçon. Hein? Parce que contrefaçon, ça veut dire quelque chose qu'on essayait de faire, mais qui est mal réussi. Mais dans les moments quand je fais les westerns, moi, les Américains, on m'a beaucoup imité, ça veut dire que la contrefaçon, c'est plus une contrefaçon. C'est une contrefaçon de contrefaçon. Une contrefaçon, peut-être. Mais moi, comme j'ai dit avant, je ne suis pas parti pour faire de l'imitation ou pour faire des westerns n'importe quoi. C'est venu une contrefaçon, c'est venu pas grâce à moi, enfin, c'est venu tout seul. Mais je ne crois pas. Vous avez toujours vécu dans le milieu du cinéma, Sergio Leone. Votre père, Roberto Roberti, fut en effet acteur, puis metteur en scène de films muets. Oui. Et ce milieu du cinéma vous a incité vous-même, plus tard, à devenir réalisateur? Voilà, ça c'est drôle, parce que je suis parti pour pas faire le cinéma. Mais dans les moments que mon père, qu'il était vraiment un grand metteur en scène du cinéma muet, parce que c'est lui qui l'a lancé, la plus grande star du cinéma italien de toute l'année, qui s'appelle Francesca Bertini. Combien de films a-t-il tourné? Il a fait 104 ou 105 films, je ne me rappelle plus. Mais il a commencé, vous pouvez imaginer, à faire la première mise en scène en 1908. Et alors, je me suis dit, le moment que mon père il a décidé d'abandonner le métier, à moi, il m'est venu une passion de continuer. Vous vouliez être avocat, non, je crois, lorsque vous étiez jeune? Je dois être avocat, oui, je fais l'étude d'avocat. Et j'étais en train de prendre la profession quand mon père il a décidé d'abandonner. Et alors, tout en coup, il m'est arrivé cette passion de continuer son travail. Et votre père vous a beaucoup marqué? Mon père, il m'a beaucoup marqué parce que je suis fils unique, venu après 14 années de mariage. Et alors, mon père, il était pour moi comme un ami. C'était pas un père. Alors, il m'a beaucoup marqué parce que c'était un homme, un grand monsieur. Il voulait, lui, que vous soyez acteur? Non, il voulait pas que je sois acteur. Il voulait pas aussi que j'ai entré dans le métier. Mais quand il a vu ma passion, il m'a dit, ça va la peine que tu fais la même chose que je fais. Vous savez, mon père, il a changé de nom à cause de mon grand-père, parce que mon grand-père, il croyait que mon père, il faisait l'avocat à Torino, aussi lui, il avait étudié pour avocat, et mon père, il était déjà premier acteur avec Eleonora Duse, la grande Eleonora Duse, au moment du théâtre. Et alors, moi, sans chercher l'excuse, j'ai dit très franchement à mon père, je vais faire qu'est-ce que tu as fait. Et lui m'a dit oui. Et pourquoi la réalisation vous a-t-elle tenté? La réalisation, parce que mon père, il a fait de la réalisation. Et alors, je suis été un peu marqué, surtout dans les dernières choses qu'il avait fait mon père, à un âge très élevé, parce que les dernières mises en scène, il a fait à 70 ans. Et alors, je me suis dit, quand même, c'est une moyenne d'expression formidable, le cinéma, surtout aujourd'hui, parce que les gens, il n'a pas envie de lire beaucoup. Et alors, à travers le cinéma, on peut donner aussi une éducation.
Et c'est ça. Et alors je suis parti de là, et je suis devenu metteur en scène. Vous avez tourné aussi comme acteur dans un film célèbre, Le voleur de bicyclette. Là, j'étais aussi assistante metteur en scène de M. Desic, et j'ai joué le petit curé de la propagande Fides. Vous savez, cette curé habillé de rouge que nous avons chez nous à Rome, il y a la maison mère. Et moi, j'ai fait ce petit rôle. Moi, j'étais aussi assistante du film. Vous n'avez pas été tenté par le métier d'acteur? Non, pas du tout. Après cette expérience? Non, pour moi, vous savez, les acteurs, je les considère un peu, si vous voulez, des martiens, hein, parce que c'est un métier pas drôle du tout, et il faut aussi l'excuser, parce que surtout quand un acteur, il y a beaucoup de sens professionnel, il doit devenir toujours quelqu'un d'autre. Hein, et au final, il se trouve plus sa personnalité. Et vous tenez à rester Sergio Leone? Moi, je reste, je tiens vous tenez beaucoup, à votre personnalité? Je tiens beaucoup à rester moi-même, oui. Vous avez tourné combien de films comme assistant? Comme assistant, j'ai fait 58 films. J'ai travaillé presque avec tous les metteurs en scène italiens et surtout metteurs en scène américains très connus comme William Wyler, Fred Zinnemann, Weiss, Robert Weiss, Raoul Walsh, Mervyn LeRoy et beaucoup des autres. Vous teniez à apprendre votre métier? C'était très important. Vous savez, pour moi, une assistance, et les conseils que je donne toujours à une bonne assistante, c'est de ne pas travailler toujours avec le même metteur en scène. Parce qu'au maximum, vous pouvez devenir une mauvaise imitation de cette metteur en scène. Si vous travaillez n'importe avec qui, vous pouvez quitter tous les défauts et chercher de prendre seulement les choses meilleures, et peut-être que vous devenez un bon metteur en scène. Ça, c'est ma règle. Pensez-vous que les jeunes metteurs en scène ont tendance à ne pas vouloir peut-être apprendre bien leur métier aujourd'hui? Je dis c'est très difficile, parce que un jeune metteur en scène, sans rien avoir fait, il se réveille et c'est déjà devenu metteur en scène. Alors je crois que pour moi, il faut savoir apprendre. Ça veut dire qu'un bon écrivain, pour bien écrire, avec toute la fantaisie du monde, mais il faut connaître la grammaire avant tout, non? Et maintenant, ça passe cette chose-là, que beaucoup des assistants, on ne connaît pas la grammaire, on devient metteur en scène, et on ne connaît encore pas la grammaire. Et alors, pour moi, c'est pas possible. Vous n'aimez pas l'amateurisme? Mais oui, il y a aussi une possibilité. Mais vous savez, c'est quand vous comptez un peu, si vous voulez, votre vie personnelle. Parce que ça s'est passé beaucoup. Si vous voyez, nous avons beaucoup d'exemples, de très beaux films, faits de très jeunes metteurs en scène, on a compté les choses qui sont passées à lui personnellement, un peu autobiographiques. Mais tout de suite après, on n'a plus à retrouver sa personnalité. Et alors, pour moi, pour être un bon metteur en scène, il faut étudier. En quelle année, Sergio Leone, avez-vous tourné votre premier film en tant que réalisateur? Réalisateur, j'avais 30 ans. Et c'est exactement 1960. Mais auparavant, en 1958, vous aviez déjà tourné un film, pratiquement. Oui, j'avais tourné, mais je n'avais pas signé le film. C'était un vieux metteur en scène qui faisait le film, qui s'appelait Mario Bonnard. Et le film s'appelait Les derniers jours de Pompéi. Que c'est un peu, si vous voulez, celui-là que vous, en France, vous appelez Peplum. Et il était avec Steve Reeves. Et alors j'étais assistant, je me suis bien amusé à faire ce film parce que c'était presque comique. Et Mario Bonnard, il est tombé malade et moi j'ai terminé le film. Et le film, il a eu tellement un succès qu'on m'a cherché de faire la mise en scène tout de suite après. Parce que j'ai dit toujours que nous, metteurs en scène, nous ont marqué plus dans les succès que de l'insuccès. Parce que l'insuccès, chacun, il est prêt à l'oublier. Les succès, jamais. Surtout dans notre métier. Alors, on m'a proposé 8 peplum chaque année, que j'ai naturellement refusé, jusqu'à quand je fais mon premier film, que c'était pour un poignet de dollars. C'est 4 ans après. Mais il y avait eu Le Colosse de Rhodes aussi avant. Ça, c'est mon premier film signé. Ça veut dire que tout de suite après
le dernier jour de Pompéi, en 1960, le moment que je me suis marié. J'avais besoin d'argent et je dois vivre. Et alors, on m'a proposé Les Colosses de Rhodes. Il était un film un peu spécial, si vous voulez, parce qu'il avait des acteurs pas mauvais du tout. J'avais Léa Massari, qui est une actrice que j'estime beaucoup. J'avais un acteur américain. Alors, je me suis dit, je vais faire un peu, si vous voulez, une Playboy dans l'ancien Rhodes. J'ai essayé de faire un film presque ironique, qu'il a marché très 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 bien, et à cause de ça, encore plus, j'étais marqué, parce qu'ils sont venus tous les propos, et je me suis dit, non, ça c'est le dernier, maintenant j'ai quelque chose à faire, je suis revenu au découpage, j'ai vécu ma vie faisant le scénariste jusqu'en 1964, quand j'ai le moment de pouvoir faire le film que j'aimais bien faire. Vous aviez peur de cette image de oui, marque des films à grand spectacle? Non, pas du tout. Je pas que je perds de cette dimension. Je perds de me spécialiser, de rester comme un homme qui fait seulement cette film-là. Et moi, je crois d'avoir dedans quelque chose à dire un peu plus universel, que je peux dire... Et surtout, c'est une question pour moi, parce que, comme je disais au premier moment, on ne peut pas manger la même soupe tous les jours. Les grandes voix. Lorsque vous avez tourné votre premier western, Sergio Leone, connaissiez-vous les États-Unis? Oui, quand j'ai commencé à tourner mon premier western, je connaissais pas bien les États-Unis, c'est la raison pour laquelle je plaçais l'histoire aux confins entre le Mexique et l'Amérique. Et là, je connaissais bien parce que j'étais allé beaucoup de fois au Mexique. Mais tout de suite après, pour un poignet de dollars, je suis parti et je suis resté presque une année et j'ai fait tout le tour de l'Amérique. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai acheté beaucoup de livres aussi en Amérique, et beaucoup de celui-là presque inédits, et je me suis bien documenté, et grâce à ça, je pouvais commencer à écrire pour quelques dollars en plus, Le Bon, le Brut et le Truand. Ce premier film, pour une poignée de dollars, correspondait à un vieux rêve d'enfant que vous réalisiez? Non, voilà. Non? Mon premier film, ça vient d'une histoire très curieuse, que je crois beaucoup de monde connaît, mais que je vais répéter. C'est un peu l'histoire venue à propos d'un film japonais qui s'appelait L'épée des samouraïs. Et c'était fait pour Kurosawa, un très grand metteur en scène japonais. Mais la chose qui m'a touché, c'est que tu es pris dans une série noire américaine. Aussi Kurosawa, il avait pris cette idée dans une série noire américaine, il l'avait transformée et transportée chez son samouraï. Et alors, quand je vis les filles, je me suis dit, pourquoi pas la faire retourner en Amérique à travers un western. Et surtout parce que j'avais trouvé dedans beaucoup d'assimilations, si vous voulez, beaucoup un côté d'une grande écrivaine italienne qui s'appelle Goldoni, et c'était, si vous voulez, un peu l'histoire d'un le chien servant de Démètre. C'est quelqu'un qui se place au centre de deux factions, et ils se vendent l'une à l'autre sans faire connaître son jeu jusqu'au moment de la régulation. Et cette côté, si vous voulez, de l'histoire du théâtre italien, je trouvais bien le transporter à travers un western, et je me suis placé à écrire, et c'est venu tout simplement parce que j'ai écrit tout le découpage en 20 jours. Je vous parlais en fait des rêves d'enfants parce que tous les enfants ont aimé les westerns, tous les enfants ont aimé les cow-boys. Oui, mais moi j'aimais le cinéma. Et j'aimais naturellement aussi les cowboys, mais je ne suis pas parti pour faire un film western pour l'amour du western. Je suis parti pour faire un bon cinéma à travers les westerns. Qu'en pensaient alors les producteurs devant votre projet? Ils y croyaient à ce projet de western? On me croyait presque un fou. Parce que le premier, enfin si vous voulez, pour un poignet de dollars, il a fait le tour de tous les producteurs italiens. Et chacun, beaucoup, on m'a dit non, c'est pas possible de faire un film comme ça. Des autres, moins sérieux, on m'a dit
Oui, c'est très juste, mais il faut trouver les comiques pour le faire, parce qu'ils ont employé un filtre très comique. Je dis, je vois rien de comique dedans. Je pense qu'on peut faire de l'humour, si vous voulez. On peut être hors de la rue. C'est pas un film pas du tout comique. Et quand on a vu les succès, et alors il est venu la cour à l'imitation. Hein, et ça, c'était vraiment dommage. Pourquoi ce succès, selon vous, Sergio Leone? Quels sont, disons, les éléments psychologiques, peut-être, qui ont fait ce succès? Les succès, on l'a fait, je crois, parce que c'est une histoire, une démonstration, une de les beaucoup, je crois, c'est cette inquiète qu'on a fait en France, à travers toute la jeunesse adulte, ça veut dire les universitaires et tout ça. Je crois que c'est François qui a fait cette inquiète, et les 80% de tous les étudiants, on a répondu pourquoi vous aimez beaucoup ce film, et on a dit parce que c'est une histoire de vrais hommes, hein, et les vrais hommes ils sont presque disparus dans le monde d'aujourd'hui, et alors c'est cette sorte d'espoir de retrouver à travers un film la grande virilité et la grande puissance. Et les résultats de cette enquête vous ont fait plaisir à vous? Oui, on m'a fait plaisir parce que c'est justement, moi aussi, je voulais démontrer que c'était à l'époque une vie pour moi, beaucoup plus heureuse de celui-là d'aujourd'hui. Quelle a été votre réaction, Sergio Leone, devant ce succès? Ce premier succès? Vous vous y attendiez sincèrement? Non, je n'attendais pas. J'attendais une chose. J'étais sûr d'avoir fait un bon film. Un film, si vous voulez, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus amusant que le film dernier que j'avais vu sur le western. Mais je ne savais pas le succès et j'ai douté beaucoup parce que tout le monde il me disait qu'on ne peut pas faire un film sans une femme, par exemple. C'est presque la folie de faire un western sans une femme. J'ai vu beaucoup des histoires, par exemple, avec tous les exploitants italiens. Il y a une qu'il y a 70 salles chez nous en Italie qui m'a dit vous avez fait un très beau film, mais ça sera sûrement une catastrophe. Parce que comment on peut faire un film comme ça sans une femme? Et moi j'ai dit, justement c'est ça que je vais essayer, de quitter la femme, parce que moi j'avais vu par exemple un très beau film de Sturges qui s'appelle OK Corral. Avec Kirk Douglas et Burt Lancaster, et je me suis toujours demandé pourquoi on a placé dedans Rhonda Fleming, parce qu'il coupait tous les rythmes, il servait à rien seulement pour donner un fiancé au protagoniste, et c'était une histoire des hommes. Alors la femme c'est bien nécessaire, moi je l'ai placée quand la femme c'est le centre moteur du film, comme Claudia Cardinale dans Il était une fois dans l'Ouest. Mais je ne vois pas la raison de placer une femme à toute force dans une western. Et alors je me suis dit bien, on va voir, et après le film il est resté à l'affiche beaucoup de mois et le public il m'a donné raison. Le succès est une fin en soi, selon vous? Comment? Le succès est une fin en soi, selon vous, Sergio Leone, ou bien, au contraire, le moyen de faire autre chose? Le succès, c'est le moyen de pouvoir dire qu'est-ce que vous pensez après. C'est la liberté, c'est alors? C'est la liberté, oui. Moi, je pense toujours, j'oublie toujours les succès, et je pense que mon dernier, il sera seulement le commencement de mon prochain. Ça, c'est ma règle. Je pense que chacun auteur, il doit penser à ça. Autrement, il s'assise sous la gloire. C'est très lourd. Et dangereux? Et dangereux aussi. Pourquoi? Parce que vous commencez à avoir peur, si vous voulez, de votre même succès, et alors ça devient l'impasse pérenne, et vous ne sortez pas de cette position, et aussi les idées en partent. Et vous en avez peur de cette gloire, de ce succès? J'oublie tout de suite les succès. Il me fait plaisir, parce que ça, comme je dis avant, il me donne la possibilité de m'exprimer
Mais tout de suite après, j'ai dit c'était une catastrophe. Je pense qu'il faut recommencer tout de nouveau. Sergio Leone, y a-t-il un film que vous rêvez de faire? Mais vous savez, non, parce que si j'avais le rêve d'un film, je le ferais. C'est pas facile maintenant. Mais peut-être d'un film impossible à tourner, que vous oui, aimeriez tourner. j'ai une petite histoire que j'écris beaucoup d'années avant. C'est mon première histoire que je pouvais pas faire à cause de mon ami Fellini. Parce que j'avais imaginé un peu la même histoire de lui quand il a fait et écrit Vitelloni. Mais lui, il était un peu plus grand que moi. Il a eu la chance de faire la mise en scène avant de moi. Et j'avais écrit cette histoire qui s'appelle Boulevard Glorieux. C'est un côté de Rome où je suis presque né, où j'ai passé toute ma jeunesse. Et c'était un peu l'histoire même, moi à Rome, lui en Romagne, mais c'est un peu l'histoire des Vitelloni. Et quand je vis les films, je pleurais, parce que j'avais 20 ans, et c'était le film à moi, et je voulais faire ce film-là. Et sans savoir, nous avons eu la même idée. Pourquoi tout ce sang, pourquoi tous ces morts dans vos films, Sergio Leone? Mais vous savez, le mort, pour moi, c'est la constatation de la vie. Parce que je dis toujours que le cinéma apprend dans la vie, c'est pas le contraire. Heureusement. Autrement, avec des mauvais cinémas, on peut gouverner le monde. Et alors je pense, je viens d'une école quand même néoréalistique. Et naturellement, mon morts sont des morts vraies. Ce ne sont pas des morts fausses, comme nous avons dit beaucoup de fois dans les films américains. Parce que si vous additionnez les morts de films américains, sont beaucoup plus de les miennes en numère. En nombre, oui. En nombre. Là, vous les voyez très loin. Ils meurent comme des marionnettes, les miens meurent comme des morts vraies. Et je crois qu'il faut faire voir qu'est-ce que c'est la mort à le jeune, pour apprécier beaucoup plus la vie. Et surtout pour le faire un peu impression, si vous voulez, parce que ça c'est ma conception. Je crois que le cinéma c'est fait pour des personnages qu'on a du cerveau et qu'on peut comprendre la leçon aussi à travers une fable. Et alors, si vous voulez faire comprendre que la mort c'est une chose très très sérieuse, on appréciera un peu plus la vie après. La mort fait partie de votre univers quotidien, Sergio Leone? Oui, parce que nous vivions, vous voyez à travers la mort, vous voyez qu'est-ce qu'il passe. Quelqu'un prend un avion aujourd'hui pour aller en Amérique, et il y a des Arabes qui viennent et tirent des bombes pendant que vous êtes assis, pas en vol, parce qu'il y a aussi les risques du vol. Mais là, vous êtes assis en attendant et vous vous trouvez morte. C'est la violence. Alors, ça, c'est la violence, c'est la réalité. Mais la violence, c'est une constatation, malheureusement, de la vie d'aujourd'hui. Vous avez peur de la mort, vous-même? Moi, j'ai peur d'une mort, comme on dit, un peu idiot. Moi, j'ai pas peur de la mort. Vous avez peur de mourir bêtement? Bêtement, voilà. Mais on meurt toujours bêtement, non? Quelquefois, oui, à cause de la vie moderne, et à cause de beaucoup de fausses politiques. Comment peut-on mourir alors sans mourir bêtement? Voilà, comme dans les westerns, par exemple, parce que là, vous avez un revolver à côté de vous, et il y a une règle du jeu, et vous cherchez de faire justice vous-même, sans passer à travers une fausse justice, parce qu'il y a beaucoup chez nous aujourd'hui des fausses justices aussi. Et alors, là, et je crois que c'est aussi ça, le succès en général du western, parce que chacun de nous rêve, si vous voulez, de se faire justice tout seul. Cette règle du jeu, vous y tenez? En fait, il s'agit plus d'un code moral que d'une règle du jeu.
Oui, c'est un codice moral parce que à le moment, c'était vraiment la grande aventure. Moi, je dis toujours que c'est beaucoup plus difficile de traverser le Ouest à l'époque que d'aller sur la Lune aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile d'aller sur la Lune avec tous les moyens modernes. Et quelqu'un qui pense pour vous, surtout. On dit, Sergio Leone, que vous connaissez presque tous les voleurs du Trastevere. Oui, c'est vrai. Je suis très ami. Parce que je trouve qu'entre les voleurs, il y a une certaine sincérité. Hein, il y a ce code moral que l'on retrouve dans le film. Voilà, qu'on ne trouve pas dans la réalité. Et moi, j'ai fait un film pour dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire, le bon, le brut et le truand? Ils sont des adjectifs. Hein? Mais il faut décortifier un peu les adjectifs pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière les bons, qu'est-ce qu'il y a derrière les mauvais, et surtout derrière les bruts. Hein? Et alors, je pars toujours, et c'est la règle de mon grand maître, que c'était Chaplin, parce que j'adore Chaplin, quand il a fait Monsieur Verdoux, qu'il dit qu'aussi un killer comme celui-là, qu'il avait tué 7 femmes, hein, qui ne sont pas du tout des femmes morales, hein, c'était en face à les grands dictateurs de l'époque, c'était une dilettante, si vous voulez. Les grands professionnels sont les chefs de gouvernement. Pourquoi la fin de vos films est-elle presque toujours pessimiste, Sergio Leone? Parce que je suis pessimiste. Et dans mon film, vous voyez, je termine toujours avec la reine. Hein? Il y a un grand cercle où 2 personnages, ou 3 quelquefois, ils s'affrontent une devant l'autre. Et ça, c'est le moment de la vérité. Hein? Parce que chacun de nous vit comme il veut. Mais là, devant la mort, devant le moment de la mort, on se voit les hommes vrais. Et c'était enfin quelque chose qui est presque disparu. Comme dans Il était une fois dans l'Ouest, quand je dis je fais faire, je donne aussi à les mauvais quelque chose une côté réparatrice, non? Parce qu'en face à quelqu'un qui les suive, il dit bien, je vais voir, maintenant je vais savoir qu'est-ce que tu es, pourquoi tu me suives, hein? Et on se va battre jusqu'à la mort. Vous dites je suis pessimiste. Vous êtes pessimiste devant la vie? Devant la vie d'aujourd'hui, oui. Parce que la vie d'aujourd'hui, c'est... ça ne vaut pas la peine que moi, elle vaut la peine d'être vécue tout de même. Oui, ça vaut la peine d'être vécu, mais je trouve qu'il y a une sorte de... surtout entre le côté intellectuel, il y a une sorte de passivité. Hein? Chacun il prend la vie comme il veut, il s'en fiche du reste, il reste passif à regarder de la fenêtre. Et cette côté pessimiste, mais quand même passive, ça donne dans le monde entier une certaine desconfiance en soi-même, qui fait que la vie c'est celui-là qu'il est. Hein. Je ne peux pas dire comme il faut faire parce que je ne suis pas un homme d'État, mais quand même, je pense que c'est chacun de nous. Il prendrait un peu plus de responsabilité. La vie pouvait bien changer. Hein, vous êtes pessimiste mais heureux tout de même. Qu'est-ce que ça veut dire heureux? Oui, j'ai ma famille. J'aime beaucoup tous mes petits-fils. J'aime beaucoup ma femme. Je vis très normalement, hein, parlant de cinéma, parce que c'est mon hobby aussi. Vous êtes celui que l'on appelle le faiseur de dollars, le cow-boy aux œufs d'or. Mais ça vient tout seul. Mais ça, c'est le côté moins intéressant pour moi. Pourquoi l'argent n'a pas d'intérêt pour vous? Oui, il intéresse parce que sans l'argent, aujourd'hui, c'est pas facile de vivre, hein, et de vivre d'une façon libérale. Mais c'est pas ça. La chose que j'aime. Si on me donne la permission de vivre bien comme je voulais, je suis prêt de donner tout l'argent et de rester fidèle à mes conceptions. Mais comment aimeriez-vous vivre?
Bien, ça veut dire avoir la possibilité de penser qu'est-ce que je vais penser, de faire qu'est-ce que je vais faire, d'écrire qu'est-ce que je peux écrire, et surtout de faire du cinéma comme je voudrais faire, sans avoir la possibilité de tomber dans les domaines commerciaux qui me disent non, ça c'est trop cher, il ne faut pas faire ça, parce que ça c'est très difficile, le public il ne veut pas comprendre, et c'est pas vrai du tout. Et alors je voudrais faire ce que j'aime faire, et ça c'est la possibilité pour le faire, c'est seulement une, l'argent. C'était Les Grandes Voix, un podcast des archives de la RTS, préparé et réalisé par Alain Frudiguer et Jean-Philippe Zwalen, avec dans cette édition Sergio Leone.